réaliser une activité de recherche en santé publique, c'est très passionnant. Mais cela peut comporter également une responsabilité immense du chercheur en ce qui concerne l'implication des personnes qui vont prendre part à cette étude-là, que ce soit la communauté scientifique, que ce soit la population ou alors la société en général. Donc, l'éthique occupe une place très importante dans le déroulement, dans la mise en place de l'étude qu'on veut réaliser. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les pièges courants qu'on doit éviter lorsqu'on met en place une étude, quelle que soit l'étude que vous voulez mener en santé publique. Let's go! Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur cette chaîne YouTube où on parle d'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé, on parle de nos expériences en santé, on parle également des éléments qui vont aider les étudiants en santé publique. Donc, comme c'est le cas aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va donc aider les étudiants, ceux qui font la recherche en santé publique. Donc, si tu es intéressé, tu t'abonnes, ok? Et je profite également pour te rappeler, Parlons de santé publique, c'est également une plateforme digitale qui offre des services d'accompagnement, d'analyse de données aux différents chercheurs. Donc, si tu es intéressé également, tu m'écris à travers notre adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Alors, quelles sont les erreurs fréquentes qu'on peut mener, comme on peut être exposé à conduire lorsqu'on met en place une activité de recherche. Déjà, on va commencer avec le premier élément qui est très important, c'est ce qu'on appelle le consentement éclairé. Okay? Si vous avez déjà eu à mener une étude, vous savez que le consentement éclairé, c'est, voilà, vous devez obtenir un consentement des personnes qui prennent part à votre étude, et cela doit être éclairé, c'est-à-dire la personne doit savoir les tenants et les aboutissants de ce en quoi il s'engage. Ok, il doit avoir toutes les informations sur l'étude et tout, et son niveau d'exposition. Donc, par rapport donc, à ce premier élément, là, le consentement éclairé, ce qu'on doit comprendre, c'est que ce n'est pas qu'une simple signature. Parce que, voilà, ce qu'on voit généralement, c'est que, voilà, les gens vont écrire une fiche sur un format ou deux, où ils vont décrire leur étude, et, ok, ils vont le donner à une personne pour qu'elle signe. Alors, et lorsqu'on aura la signature de la personne avec son nom, on va penser qu'on a le consentement éclairé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la signature, c'est pas tout ce qui est important dans le consentement éclairé. Ok, on doit absolument s'assurer que la personne qui signe, ok, a effectivement compris tout ce sur quoi traite l'étude. Ok, donc ce que vous devez faire pour éviter cela, c'est de rédiger le document du consentement éclairé en termes très simples. Ok, facile à lire, clair et compréhensible. Vous devez également prendre le temps d'expliquer oralement aux participants, ok, en utilisant si possible leur langue maternelle, c'est-à-dire vous pouvez vous faire accompagner d'un traducteur si vous n'êtes pas familier dans cette langue maternelle-là. Et donc, vous devez vous assurer qu'ils comprennent effectivement les objectifs et qu'ils comprennent également les bénéfices et les risques qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils participent à cette étude. Également, en leur rassurant que le refus de participer à cette étude n'a aucune implication négative pour eux. Donc ça, c'est la première erreur courante, c'est lié justement au consentement éclairé. Beaucoup de ceux qui font la recherche pensent qu'il s'agit essentiellement d'une signature. Alors, vous devez absolument éviter ces données-là. Le deuxième élément qu'on va évoquer en ce qui concerne le consentement éclairé, il s'agit de la confidentialité des données. La confidentialité des données lorsqu'on parle d'éthique. Il faut faire attention à la fuite d'informations sensibles. Okay? Lorsque vous gérez les données, généralement, on peut être amené à travailler, à intégrer les données des personnes dans des sites qui ne sont pas sécurisés, qui sont libres d'accès parce que voilà, on est étudiant et voilà, on n'a pas assez d'argent pour se procurer des plateformes assez sécurisées. Donc, on est susceptible d'utiliser ces sites-là qui offrent moins de protection. Et ça, c'est vraiment très, très dangereux parce que vous mettez à risque les données des personnes. Et ces personnes-là peuvent vous porter plainte si ces données sont, voilà, sont mal utilisées, tombent dans les mains des personnes indécentes. Donc, vous devez éviter ce piège-là en travaillant avec des ordinateurs qui sont très protégés. Si vous utilisez une clé USB, vous devez vous assurer qu'elle soit protégée, que ces serveurs soient protégés. Vous devez vous assurer de ne pas transporter les données dans des clés USB qui ne sont pas sécurisées ou alors qui ne vous appartiennent pas. Ça, c'est très important. Ok, donc, vous devez absolument vous assurer de cela. Alors, le troisième
élément qu'on va évoquer dans cette, en ce qui concerne voilà, l'éthique en matière de recherche, c'est les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, généralement, on n'en parle pas dans les études. Je ne pense pas que si vous avez écrit votre mémoire, alors s'il faut être honnête, est-ce que vous avez mentionné les conflits d'intérêts? Le conflit d'intérêts, ça va survenir lorsque les résultats de la recherche peuvent être influencés par des intérêts financiers, professionnels ou alors personnels. Si vous avez des intérêts personnels, ok, qui peuvent influencer les résultats d'une étude, ça, vous devez déjà mettre la lumière sur cela. Je pense que vous avez bien vu je pense que j'ai également fait des vidéos là-dessus, lorsqu'on évoquait les limites de certaines études sur la coronavirus. Ok, on avait vu que il y a eu des conflits d'intérêts, c'est-à-dire ceux qui mènent la recherche, ok, voilà, reçoivent du financement de des politiciens qui ont besoin d'avoir une information qui va dans tel ou tel autre sens. Donc, là, ça peut poser un véritable problème de conflit d'intérêts lorsqu'on a cette situation-là. Donc, le piège fréquent, c'est véritablement d'oublier ou de cacher un conflit d'intérêts qui existe, qui peut vous inclure vous directement ou alors qui peut inclure une autre personne. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir, c'est important de mentionner toujours quelles sont les personnes qui financent votre étude. Ok, c'est très important. Donc, vous devez simplement déclarer systématiquement et honnêtement tout lien, ok, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit financiers qui peuvent influer, ok, ou influencer votre objectivité en tant que chercheur. Vous devez le mentionner de façon claire, ok, afin qu'il soit connu par ceux qui vont lire le document. Et donc, vous devez spécifier si ces conflits, ok, dans les articles scientifiques et communication publique sont également présents, c'est-à-dire, il faudrait le mentionner de façon assez claire. Parce que si vous ne le mentionnez pas, ok, on peut se poser des questions et alors on peut remettre en doute les résultats de votre étude. Alors, le quatrième élément qu'on va évoquer, c'est l'équité en matière de choix des participants. Ok? Lorsque vous choisissez vos participants, il faut éviter ce qu'on appelle les biais de sélection. Les biais de sélection peuvent subvenir lorsque vous avez des études où vous devez généralement sélectionner des participants qui doivent être voilà, intégrés dans votre étude. Mais vous devez le faire de manière juste, de manière équitable, sans discrimination, parce qu'on peut être amené, si je travaille avec les garçons et les filles, je peux être amené de façon voilà, biaisée, de prendre beaucoup plus les garçons parce que moi je suis un homme. Donc, ça, c'est des éléments qui peuvent advenir, mais il faut éviter ce genre de biais-là parce que si vous mettez en place une discrimination, des exclusions dans votre étude, sans en mentionner, ça peut être un véritable problème. Donc, vous devez sélectionner les participants qui garantissent à ce que les résultats soient favorables. Et pour éviter ce piège-là, vous devez mentionner dans votre méthodologie quels étaient les critères de sélection, quels étaient les critères d'inclusion, quels étaient les critères de non-inclusion, quels étaient les critères d'exclusion. On avait fait une vidéo sur cette chaîne où on évoquait ces différents éléments-là. Je vous invite à regarder cette vidéo pour avoir plus d'informations là-dessus. Alors, le cinquième élément qu'on va évoquer, c'est la notion de plagiat. Plagiat et l'intégrité scientifique que beaucoup utilisent. Beaucoup plagient que dans les travaux universitaires, notamment de mémoire ou de doctorat. Mais ce plagiat-là est beaucoup plus limité lorsqu'on doit publier son article ou alors son livre. Mais au niveau du mémoire, beaucoup plagient, mais c'est une activité à laquelle vous ne devrez pas vous livrer. C'est un véritable raccourci dangereux parce que l'intégrité scientifique, c'est le fondement même de la recherche. On doit savoir que vous êtes intègre, que vous êtes une personne à qui on peut faire confiance, et le plagiat peut véritablement détruire la confiance dans la science. Donc vous devez tout faire pour éviter cela. Et c'est le piège fréquent auquel beaucoup d'étudiants peuvent être exposés, c'est-à-dire copier un texte sans citer la source, manipuler ou alors embellir les données. Ça, c'est des éléments que vous devez tout faire pour éviter. Donc, il faut toujours citer ces sources, vous devez toujours référencer précisément vos documents, vous devez présenter vos résultats de façon honnête, même si les résultats sont négatifs par rapport aux hypothèses que vous aviez ou alors inattendues. Donc, vous devez mentionner tel que cela a été décrit. Ça montre votre intégrité en tant que chercheur. Alors, la sixième étape, c'est le passage inattendu par
le comité d'éthique. Vous savez, lorsque vous faites votre mémoire ou votre doctorat, vous devez toujours soumettre ces résultats à un comité d'éthique, même si c'est une autre étude qui implique, toute autre étude qui implique voilà, des participants, que vous travaillez avec des humains ou alors des animaux. Vous devez faire passer cela par le comité d'éthique. Okay, c'est une étape véritablement incontournable. Et le comité d'éthique est là pour protéger les participants qui vont intervenir dans votre étude. Okay? Son avis n'est pas une formalité administrative, c'est pas, ça ne garantit pas forcément le respect des bonnes pratiques d'éthique, mais le danger ici, c'est de sous-estimer voilà, le bien fondé de la validation éthique avant de commencer son étude. Beaucoup essaient de contourner, pas de collecter les données, même sans avoir eu l'autorisation éthique. Ça, c'est un véritable piège, okay, auquel vous ne devrez pas, dans lequel vous ne devrez pas tomber. Vous devez préparer soigneusement votre dossier et respecter ce que vous avez prévu dans votre protocole dans l'implémentation de votre étude. Voilà les amis, ça ce sont voilà, les 6 éléments que vous devez intégrer lorsque vous faites votre étude. Ok, j'ai ajouté le 6e voilà, en cadeau. Mais si vous respectez cela, vous allez mener votre recherche de façon intègre, okay, de façon astucieuse, de façon professionnelle. Et je pense que si vous avez décidé de faire un mémoire, c'est-à-dire que vous voulez faire des études, vous voulez pousser des études plus haut, ok, et donc vous devez vous assurer de respecter les principes et les normes en ce qui concerne la rédaction d'un projet de recherche. Voilà ce que je voulais partager avec vous les amis. Dites-moi en commentaire quelles sont vos perceptions, quel est votre feedback par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous avez déjà eu à tomber dans un de ces pièges que j'ai cités? Ok, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.